RCF. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur RCF Anjou. Notre invité ce soir, Philippe Bolo, député MoDem de la 7e circonscription d'Angers-Segré. Philippe Bolo, bonsoir. Bonsoir Thomas Cochebré. Merci d'être avec nous en direct sur RCF Anjou. Alors nous allons évoquer avec vous, Philippe Bolo, votre actualité dans quelques instants. Mais avant tout, quelques mots de présentation. Retour sur votre parcours professionnel et politique. Vous êtes ingénieur agronome de formation. Entre 93 et 94, vous avez travaillé comme chef de projet à l'Institut national de la recherche agronomique d'Angers. De 95 à 2001, vous êtes responsable d'un groupement d'intérêt économique réunissant les entreprises ISL Ingénierie et Aquascope. Vous intégrez en 2001 ISL Ingénierie comme chef de projet et vous allez diriger l'établissement en juin de cette entreprise entre 2005 et 2012. Vous allez en démissionner donc en juin 2017 afin d'éviter tout conflit d'intérêt entre votre mandat de député et vos fonctions de conseil auprès des services de l'État. Parallèlement, vous êtes de 2008 à 2017 conseiller municipal, puis adjoint au maire d'Avrier Marc Laffineur, et vous êtes donc investi candidat La République En Marche pour ces législatives de 2017, tout en étant encarté au MoDem. Alors Philippe Bolo, vous êtes un député plutôt considéré comme discret, qui n'intervient pas à tort et à travers sur tous les plateaux de télé et radio. C'est une caractéristique ça de votre tempérament, de votre manière de travailler en tant que parlementaire? Moi je pense que c'est un trait de personnalité et aussi une éthique personnelle. Parce que la plupart des sujets que nous avons à traiter sont des sujets importants, des sujets complexes. Et pour pouvoir en parler sérieusement, sans trop dire de bêtises, il faut savoir les travailler. Et donc travailler un sujet réclame du temps. Et voilà, la raison pour laquelle je suis peu présent pour commenter des sujets que je maîtrise mal. Vous êtes considéré comme l'un des 150 députés français les moins actifs à l'Assemblée nationale, selon le site internet nosdéputés.fr. C'est un site internet qui relève toutes vos interventions dans l'hémicycle et qui en fait des statistiques. Site qui ne mesure pas le travail fait sur le terrain, site qui ne mesure pas les travaux faits dans l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, où je viens de terminer un rapport qui m'a pris 1 an de travail. Site qui ne mesure pas beaucoup de choses, effectivement, qui mesure des nombres d'amendements, et donc qui pousse d'une certaine façon certains de mes collègues à produire de l'amendement pour produire de l'amendement sans véritablement de fond. Donc votre travail de parlementaire ne se résume pas seulement à vos interventions dans l'hémicycle. Comment voyez-vous votre mission, votre fonction de parlementaire, de député des Français? Vous savez, un député a 2 fonctions, une fonction législative et une fonction de contrôle de l'action du Parlement, ce que j'appelle du gouvernement, excusez-moi. Ce que j'appelle moi l'évaluation des politiques publiques. Je fais partie des députés qui disent qu'il faut qu'aujourd'hui on simplifie beaucoup de choses et qu'en plus on soit en capacité, chaque fois qu'on vote une loi, de mesurer ses effets sur le territoire, de regarder quelles vont être les conséquences sur les bénéficiaires, sur les cibles de cette loi pour pouvoir corriger les imperfections. Donc pour ça passe par l'écoute du terrain et un temps important auprès de celles et ceux qui sont concernés par les lois que nous votons. Alors on va évoquer avec vous, Philippe Bolo, un sujet d'actualité. La loi confortant les principes républicains, c'est l'ex-loi séparatisme. Vous allez voter demain, c'est le vote solennel demain. Qu'est-ce que vous allez voter, pour ou contre? Alors je ne vous le dirai pas parce que pour une raison d'éthique personnelle, s'agissant d'un vote solennel, je me prononcerai demain au moment du vote dans l'hémicycle. Je trouve que c'est important parce que sinon tout le monde va aller dire ce qu'il vote par médias, réseaux sociaux interposés. Puis Qu'est-ce que ça change que on le sache maintenant? Vous le savez, vous? Sinon, ça n'a plus aucun intérêt de faire un vote solennel demain qui va réunir tous les députés. Si tout le monde a dit avant ce qu'il allait voter. Donc, le caractère solennel de la chose fait qu'il faut réserver son vote pour ce moment-là. Vous avez quand même un avis sur cette question de cette loi séparatiste? J'avais surtout suivi le sujet de l'instruction en famille. Pourquoi? Parce que il me posait problème. Étant donné que le projet de loi initial visait à vraiment limiter considérablement cette possibilité-là. J'avais été saisi par des familles du territoire que j'ai écoutées, que j'ai rencontrées, et j'ai vu dans leur démarche un véritable projet familial, une envie d'adapter le mode d'enseignement et d'éducation à leurs enfants par rapport à ce qu'était leur famille, par rapport à leur projet, par rapport aux caractéristiques de leurs enfants. Donc c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est très précieux et qu'il faut savoir préserver alors que le projet de loi visait à le restreindre fortement. Donc je fais partie de ceux qui militent pour faire en sorte que d'un côté on préserve les enfants qui pourraient être sortis du système scolaire par cette disposition-là, qu'on les préserve, qu'on les protège, mais qu'on laisse aller aux familles qui font ça dans le respect des règles, qui font ça dans le respect de leurs enfants, de l'éducation et du savoir qu'ils vont apporter à leurs enfants, qu'on leur permette de pouvoir continuer dans cette direction-là. Donc vous allez voter contre alors, cette loi séparatisme ?
Résultat demain. Votre avis tout de même sur cette loi-là? Effectivement, on a pu le remarquer, parfois ça tape un peu à côté. Cette loi-là, elle veut éviter elle veut empêcher l'islamisme radical, et finalement les autres religions aussi parfois se sentent menacées. Quel est votre avis sur ça? C'est un sujet complexe. Pour tout dire, je vais être tout à fait sincère et franc, j'ai eu d'autres sujets à traiter pendant cette loi-là, des sujets qui me passionnent davantage, des sujets qui sont au cœur du territoire. Aujourd'hui, on a l'impression que tout tourne autour des vaccins et de la loi séparatisme. Moi, quand je suis sur le terrain, on me parle de sujets de téléphonie, on me parle d'autres sujets, de nombreux sujets qui concernent le quotidien des personnes que je représente. Donc j'avais préféré me focaliser encore une fois sur l'écoute du territoire plutôt que de rentrer dans le système médiatique et d'aller regarder que ce sujet-là. Alors, on va parler d'un autre sujet, Philippe Bolo, la vaccination contre la Covid-19. Vous avez écrit au ministre de la Santé pour lui faire part d'une différence de stratégie vaccinale entre les EHPAD et les foyers logement. Il semblerait que votre courrier a payé. J'ai fait part au ministre de quelque chose qui me paraissait profondément inéquitable. On avait des EHPAD où les résidents étaient vaccinés sur place, et on avait des foyers logements où là, il fallait que les résidents aillent dans les centres de vaccination. Donc j'ai été saisi par des élus locaux, le maire de Val-d'Erdre-Auxances notamment, qui a géré un tel établissement et qui a rencontré cette difficulté et qui l'a trouvé injuste, et j'étais tout à fait d'accord avec lui. Également par le président de la FNADEPA, qui est l'organisme qui gère l'ensemble de ces établissements-là. Donc considérant ce sujet-là, le travaillant, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse part de la situation au ministre de la Santé, chose que j'ai faite par courrier, comme vous l'avez indiqué, en lui disant qu'il y avait une inégalité, mais surtout, ce que je lui ai dit, c'est qu'il fallait absolument qu'il écoute l'intelligence des territoires, l'agilité des territoires, qui étaient en capacité, eux, de connaître leur spécificité à chaque fois. Un territoire égale une spécificité, et qui étaient en capacité de trouver des solutions alternatives, et qu'il fallait pas que nécessairement tout soit plaqué du niveau national, et qu'il fallait écouter ces élus locaux. Je pense que c'est aussi ce qui a payé. Alors, j'imagine ne pas être le seul à avoir agi en la matière, et que certainement la décision qui a été prise est le fruit peut-être de ce courrier-là et d'autres sollicitations qu'a eu le ministre de la Santé. Durant cette période de Covid, là, durant toute l'année 2020, vous avez réalisé une enquête auprès des associations de votre territoire pour voir comment elles subissaient la crise, comment elles s'y adaptaient, comment elles réagissaient. Sur les 1437 associations, 10% de participation. Qu'en est-il ressorti de cette enquête? Plusieurs choses. D'abord, un constat qui était la difficulté rencontrée par ces associations. Pour faire très simple, la difficulté qui était la leur d'organiser des événements qui leur permettent d'avoir de la trésorerie. Deuxième, il n'y avait plus d'événements. Il n'y avait plus d'événements, donc c'est d'ailleurs plus de trésorerie. Et puis en plus, plus d'activité, un éloignement avec leurs bénévoles, un éloignement avec leurs adhérents. Donc tout ça a été très problématique, et plus problématique dans les associations culturelles que dans les associations caritatives, par exemple. Donc après il y avait des nuances. Après ce constat, un certain nombre de réflexions, des travaux, notamment à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une mission d'information, sont traduits par une réunion en mairie de Segré, qui nous a permis de découvrir que les élus locaux ne connaissaient pas bien tous les dispositifs qui existaient pour soutenir les associations. Donc l'acte 2 de ce travail a été de produire un guide des aides existantes permettant de dire voilà ce que cette aide permet de faire. Est-ce que c'est un financement? Est-ce que c'est une aide aux bénévoles? Est-ce que c'est un soutien au bénévolat? Voilà, une description précise, et de la façon, des critères d'éligibilité, de la façon dont il fallait s'y prendre pour pouvoir accéder à cette aide. Deuxième étape. Et troisième étape, très récemment, la semaine dernière, le rapport de la fameuse mission d'information que je viens de vous citer à l'Assemblée nationale, qui dresse le bilan de comment l'État s'y prend, quel est le résultat, quel est le bilan de cette action de l'État auprès des petites associations, avec des choses mitigées, puis des points positifs. Concernant le lien entre l'association et les bénévoles, il y a des solutions là ou... La solution qu'on attend tous, c'est qu'on en sorte définitivement et que tout puisse reprendre comme avant. Il y a pas de solution type, il y a pas de solution miracle et unique qui conviendrait à tout le monde. Ça dépend vraiment des secteurs d'activité. C'est différent dans le sport. Mais il y a des aides de l'État ou pas pour aider, je sais pas, les présidents d'associations à renouer le contact avec des bénévoles? Là aussi, pas de schéma unique. Ça dépend aussi de la taille de l'association, du fait qu'elle ait ou pas des salariés.
elle a des bénévoles et des aides qui peuvent venir de l'État, qui peuvent venir des collectivités territoriales, et puis surtout ne pas oublier, parce qu'on a des aides directes qui sont à chaque fois de l'argent qui peut arriver vers l'association, mais les collectivités aident aussi les associations au travers d'aides indirectes, d'aides accès à un local, moyens divers et variés pour les aider à avancer et à traverser cette crise. Philippe Bolo, député MoDem de La République En Marche sur la 7e circonscription Angers-Segré. Vous êtes notre invité ce soir en direct sur RCF Anjou. Dernier sujet à évoquer, vous venez d'être désigné rapporteur d'une table ronde sur les effets des ondes électromagnétiques sur les animaux d'élevage. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Je suppose que c'est en lien avec les éoliennes ? Alors, pas que. Éoliennes, lignes haute tension et aussi les émetteurs de téléphonie mobile. D'où ça vient ? Ça vient de l'expression régulière de constats de souffrance de la part d'agriculteurs qui expriment que leur troupeau, eh bien, il y a des problèmes de santé, voire des mortalités. Je crois qu'on ne peut pas ne pas écouter ces messages-là, donc tout part de là. Et donc s'il y a aussi problème de santé sur les animaux d'élevage, pourquoi il n'y en aurait pas sur les hommes aussi ? On peut se poser cette question-là. Tout à fait, la question est tout à fait légitime. Le travail dont je suis rapporteur concerne pour l'instant les animaux d'élevage. Il faut savoir aussi prendre les sujets un par un, ils sont suffisamment complexes. Donc dans ce cadre-là, l'idée c'est d'arriver avec une grande humilité sur le sujet, parce qu'il y a là aussi une vraie complexité. Est-ce qu'on connaît tout ? Je ne sais pas. On est face à une situation où d'un côté on a des éleveurs qui nous décrivent des véritables problèmes et qui auraient parfois tendance à dire qu'il y aurait des choses connues, mais qui leur seraient cachées parce qu'il y a les forces occultes de l'argent. Et de l'autre côté, vous avez les aménageurs, ceux qui sont à l'origine des aménagements qui sont suspectés pour être à l'origine des problèmes, qui eux diraient c'est quoi ces gens qui connaissent pas leur métier et qui racontent n'importe quoi. En général, lorsque vous êtes en face de deux schémas de cette nature-là, c'est que la vérité elle est ailleurs. Donc l'objectif de ce travail-là est de faire parler les gens, les faire s'écouter et d'identifier ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'en la matière, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'il va falloir approfondir pour pouvoir trouver les solutions. Donc ça va se passer ce jeudi, en présence d'experts, d'agriculteurs. Jeudi qui vient, jeudi 18 février, toute la matinée de 9h à 12h, accessible sur le site internet du Sénat et après en replay. Donc on fera parler évidemment des agriculteurs, on fera parler les ministères concernés, on fera parler les scientifiques, tous ceux qui à un moment donné ont quelque chose à apporter à ce débat pour qu'on arrive à sortir par le haut de cette situation où des éleveurs, des agriculteurs expriment encore une fois de manière factuelle des problèmes qu'ils rencontrent. Philippe Bolo, il y a un sujet sur lequel vous avez véritablement travaillé et sur lequel vous pouvez vraiment parler, c'est la question de la pollution des plastiques, que ce soit pour les océans, je suppose, et aussi en ce qui concerne la pollution terrestre. Où est-ce que vous en êtes de ce travail-là ? Sur les autres aussi, j'ai beaucoup travaillé, mais là, le temps a été très long sur cette pollution par les plastiques. Vous avez plus travaillé sur la pollution plastique que sur la loi séparatisme. C'est vrai. Ça. Voilà. C'est pour vrai. revenir à mon premier sujet. Parce qu'on peut pas tous travailler sur le même sujet. Sinon, il y a des pans entiers de sujets qui concernent la société qui ne seraient pas abordés. Où nous en sommes ? Donc le rapport a été remis. Eh bien aujourd'hui, c'est un travail de fond pour faire connaître les conclusions de ce rapport. Donc je prends contact avec les collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets pour leur faire connaître les conclusions. Je suis intervenu vendredi dernier auprès d'un collège pour faire une séance de sensibilisation et d'éducation aux médias autour de ce sujet. Voilà, donc il y a un travail de fond pour faire connaître les conclusions, pour qu'on puisse enclencher beaucoup de choses, et notamment les préconisations que nous faisons. Et une de vos préconisations, quelle est-elle ? Si je devais en retenir qu'une seule, très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Ouais, elle va concerner il faut absolument qu'on arrête d'exporter nos déchets, les déchets qu'on ne veut plus gérer, qu'on arrête de les exporter vers les pays lointains. Du tiers-monde, ouais. Voilà. Et qu'après on dise que c'est qu'on les comptabilise dans leur bilan à eux, alors que ce sont des déchets qui viennent de chez nous. Philippe Bolo, merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Je rappelle donc que vous êtes député La République En Marche de la 7e circonscription d'Angers-Segré. Un entretien à réécouter en intégralité sur notre site internet rcf.fr. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.